suis architecte paysagiste. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. Les brumes humides du petit matin se mêlent à l'odeur d'humus des îles maraîchères environnantes. Le lent courant de la Somme parcourt un dédale de canaux. Ceux-ci donnent accès à des centaines d'îlots semblant flotter sur l'eau. Des œuvres d'art surgissent au détour des jardins d'agrément, des champs et des vergers. Cet ensemble hétéroclite forme une mosaïque de jardins unique en son genre, où le calme surprend, à seulement quelques pas du centre-ville d'Amiens. Pendant des siècles, ce paysage lacustre est dédié à l'agriculture. Au XVe siècle, les Picards lui donnent le nom d'ortillonnage, issu du latin hortellus, qui signifie petit jardin. Depuis, les ortillonnages désignent des marais entrecoupés de canaux, les rieux, où l'on pratique la culture maraîchère. Du XVe au XIXe siècle, c'est l'âge d'or des ortillonnages. Un millier de maraîchers, les ortillons, nourrissent toute la ville d'Amiens, alors en pleine expansion. Les productions s'exportent même jusqu'à Londres. Mais dans les années 1950, la production locale devient moins compétitive et les ortillons se font de plus en plus rares. Certaines terres agricoles sont devenues des jardins d'agrément, tandis que d'autres sont abandonnées et enfrichées. Le déclin de l'activité maraîchère pose la question de la sauvegarde de cet immense jardin sur l'eau. Francis Parmentier est l'un des derniers ortillons d'Amiens. Chaque jour, il transporte son matériel d'une parcelle à l'autre et fait de nombreux allers-retours pour acheminer sa production au port. Francis, ça c'est ton outil indispensable à Amiens là. Alors voilà, moi je suis ortillon dans les ortillonnages, je pars du port à fumier. Si j'ai pas un bateau comme là aujourd'hui où on est, il n'y a pas possibilité d'accès sur mes parcelles. Je suis pratiquement l'un des derniers maraîchers à travailler encore à l'ancienne, c'est-à-dire avec le bateau. Ouais. Moi, pas de bateau, pas de travail. Dans les ortillonnages, aujourd'hui, on est en voie de disparition, si on peut dire. Bon, nous, on a toujours aimé ça. Hein. On est 7 ortillons. Sur 7 ortillons, on est 5 déjà de la même famille. Hein, 4 frères, une sœur. Et puis, donc on a été, comme j'explique toujours, je dis, moi, je suis né dans un chou. À part ça, je ne sais pas ce que je pourrais faire d'autre. Et puis, en étant dehors, il n'y a rien de mieux aussi. Hein. Ouais. Et là, c'est pas possible de faire de l'agriculture intensive. Non, on reste toujours avec une culture assez restreinte. Hein. On ne peut pas moderniser dans les ortillons, on ne peut pas moderniser comme en plaine. Hein. Ça, c'est pas possible. Hein.
C'est impossible même. Donc ici, tu vois, Jean-Philippe, on arrive au poivron. Ouais. Ah, il y a encore une belle quantité, encore du beau fruit. Il y en a beaucoup sur chaque pied, là. Hein. Ah oui, ouais. À 2 doigts de s'écrouler, là. Exactement. Tout ça, Francis, c'est quand même des légumes du sud, des légumes presque méditerranéens. Ça pousserait très bien ici. Voilà, exactement. Ça pousserait bien, hein. Normalement, ça ne devrait pas pousser énormément comme ça, mais là, ça pousserait bien parce qu'on peut regarder par rapport à la fertilité du sol. Hein. Hein, c'est ça l'avantage dans les ortillons. On a un sol très riche. Très riche, très riche. Qui sont bons, l'humus, là. On en mangerait. On en mangerait. Eh oui, effectivement. On en mangerait. Ce qui se produit, c'est que chaque année, pendant la période hivernale, où on a un peu plus de temps libre, on cure les petits fossés. C'est-à-dire que tu vas recueillir de la vase au niveau des canaux, c'est ça? Voilà. Et vous la remontez sur l'île? Voilà. On la cure des fossés, on fait tout le tour chaque hiver des fossés. On en tire à peu près pour l'équivalent d'1 centimètre, 1,5 centimètre. Et puis on répartit tout ça sur le sol et on mélange tout avec le sol de l'année précédente. Comme ça, ça nous évite d'amener des engrais. Ça nous fertilise impeccable notre sol. Voilà la beauté du légume. Des poirées, nous surnommés bêtes. Et chez moi, blette. Blette? Ouais, blette. Là, j'ai cassé un petit peu. Ah, t'attaques direct? Oh, Le feuillage, la catégorie du feuillage. Ah, c'est bon, dis donc. Ça, on peut le manger en épinard aussi. Francis, même si c'est compliqué de travailler ici, selon moi, ça doit être aussi extrêmement stimulant. On est face à une nature sauvage absolument splendide. On est au milieu des champs de salade, vous cohabitez avec les chasseurs, avec les artistes, avec les visiteurs et les touristes. C'est vivant, ce site des ortillonnages. On trouve une simplicité, une gaieté de travail qui est fantastique. Et qui motive les générations Voilà. qui arrivent alors. Voilà. Donc aujourd'hui, on est content parce qu'il y en a 4 qui sont en train de pouvoir s'installer. Des petits jeunes? Des petits jeunes, ouais. Entre la trentaine et 25-30 ans. Donc c'est agréable et c'est motivant de voir une corporation, un métier qui va être repris par rapport à nous, où on va le laisser dans quelques années pour la retraite, bien sûr, et qui ne sera pas abandonné. Et peut-être encore, il y en aura peut-être encore d'autres. Et on va les aider et faire le maximum pour ces jeunes-là. Il faut avoir le cœur, et on a le cœur attaché. C'est un métier où on a toujours été vivant, où on a été mordant, où on a été né dans ce métier-là. Donc c'est super bien, on est heureux de voir... que ça continue. Voilà, tout à fait. C'est formidable quand on voit des jeunes comme ça. On les admire. Les ortillonnages s'inscrivent dans les méandres de la Somme, entre les communes de Rivry, de Camont, de Longeau et au cœur de la ville d'Amiens. Ils s'étendent de part et d'autre d'un chemin de halage. Des étangs à tourbes, des voies d'eau et des rieux séparent une multitude d'îlots occupés par des maraîchers, des jardins d'agrément, des parcelles artistiques et des friches. L'ensemble forme un extraordinaire jardin de près de 300 hectares. Bruno Bréard est archéologue et photographe, passionné par ce paysage façonné par la main de l'homme.
Alors Bruno, qu'est-ce qui fait de ce site un patrimoine unique? C'est-à-dire que les aménageurs, comment dire, on peut les appeler comme ça, des ortillonnages, ont trouvé là, dans la moyenne vallée de la Somme, très large, où le débit de la Somme est relativement lent, ils ont trouvé là des conditions géohydrologiques et topographiques intéressantes. Les ortillonnages, on pourrait dire que c'est un vaste potager, mais pour être plus précis, ce sont les marais de la vallée de la Somme qui ont été transformés en terre en culture, en terre fertile. Les cultivateurs, enfin les ortillons, eh bien, amenaient leur production au marché, comment dire, sur l'eau, au pied de la cathédrale, en descendant le cours de la Somme. En se laissant porter par le courant. Tout à fait. C'était plus difficile pour remonter. Donc c'était assez logique d'être en amont. Tout à fait, absolument. Alors on sait comment ils s'y sont pris pour transformer ces grands marais en une multitude d'îlots cultivés? Alors ça, le mode opératoire, on ne l'a pas. Ce que l'on peut dire, c'est que ça nous permet de comprendre le paysage et d'affirmer tout de suite qu'on est en face d'un patrimoine historique et non pas un patrimoine naturel, comme c'est souvent écrit encore aujourd'hui. C'est que ce paysage a été façonné par des générations de tourbiers, puis de maraîchers, d'ortillons. De tourbier, parce que c'était la première économie de ce lieu. Tout à fait. C'est un matériau, comment dire, végétal. C'est un combustible végétal qui se forme dans le fond de la rivière, en milieu, comment dire, privé d'oxygène. Ben là, on a l'exemple même de l'étang de Clermont, qui est le résultat, le témoignage d'une ancienne tourbière. On exploitait la tourbe pour chauffer des générations de picards. Un travail colossal est mis en œuvre pour creuser 65 km de canaux et surélever les terres. Depuis, les berges nécessitent toujours une surveillance et un entretien constant pour éviter que les terres ne retournent à l'eau. Traditionnellement, les maraîchers assuraient cette tâche. Joseph Vorburger est un amateur de jardinage. Il a appris la technique du plaquage auprès d'un ancien maraîcher. Il l'utilise une fois par an pour protéger les berges fragiles de son potager. L'outil quand même principal, c'est celui-là, là. Ah oui, c'est la drague. Moi, j'appelle ça la drague. Faut que j'arrive à l'attraper. Oh, j'y arrive pas. Il faut tourner en même temps. Ah, c'est-à-dire, je fais quoi, là? Montre-moi. Allez, là. J'ai déjà fait une bêtise, c'est ça? Oui, déjà. C'est physique, quand même. Très physique, oui. Ouais. Donc ça, c'est ce qui te permet d'aller chercher la base. D'aller chercher la base, oui. Et là, on voit bien que c'est pas du tout la même matière entre ce que tu viens de ramasser, là, qui est inutilisable. Et ça, c'est d'hier, ça. Et ça, c'est de la pâte à modeler, quoi. Ah. Ouais. Elle sera pareille demain. Ça. Et ça, c'est trop mou, quoi. Ouais. Elle sera pareille demain. Elle ressèche un petit peu. Ce qui donne un petit peu tous les éclatements de la perche qu'on voit, là, toutes ces veines. Au bout de 3-4 jours, l'eau, elle s'en va, elle s'évapore, et puis après, ça s'éclate un peu. Alors, l'étape d'après, c'est quoi? C'est un peu le glaçage, quoi, comme sur un... Après, on le met en place. Pour moi, c'est la mise en place. Alors, c'est là que... Voilà. Vous utilisez la matière première du site pour sauvegarder vos îles privées, en fait. Oui. C'est du bon sens, quoi. Oui. Tu vois? C'est beau, Ouais, si c'était trop sec, ce serait ingérable, en fait. Là. Oui, c'est sûr. Ah, c'est beau. C'est génial, Et voilà. Avec le déclin du maraîchage, la technique traditionnelle du plaquage disparaît lentement. La nécessité de réfection des berges, pour maintenir les terres émergées, mais aussi la circulation dans les canaux, a contribué à la création de l'Association pour la sauvegarde et la protection des ortillonnages. Elle s'adresse aux maraîchers
et aux nouveaux propriétaires qui ont transformé les terres agricoles en jardins d'agrément. Jacques Lelier en est le président. Jacques, est-ce que vous pouvez nous expliquer le phénomène qui fait que les berges sont si fragiles? C'est l'érosion, vous avez des ramusqués, vous avez... Alors l'érosion, c'est quoi l'érosion? L'érosion, c'est la terre qui... c'est les berges qui s'affaissent. Voilà. Au contact de l'eau, en fait. Voilà, bien sûr. Et puis attendez, vous avez des vagues thermiques, Ouais. Vous faites des vagues, moteur. Donc il y aurait des bateaux. Salut! Bonjour! Il y a les ramusqués, ils font des trous, hein, comme il y a beaucoup. Hein. Vous avez l'érosion naturelle, c'est-à-dire les arbres, les racines qui poussent. Alors quels sont les procédés pour les maintenir, ces berges, pour les cintrer? Cette année, nous enfonçons des piquets en acacia. Imputrescible. Voilà, c'est pour ça qu'il est utilisé d'ailleurs, à la limite de terrain. Vous avez une grille en galvanisé, vous avez du géotextile avec une planche en chêne, et on est parti pour 20 ou 25 ans. Oui, c'est ça. C'est vraiment l'intérêt de cette technique, en fait, avec les planches et les piquets en acacia. C'est de permettre en fait, aux propriétaires de maintenir leurs berges facilement et pour longtemps. En fait. Bah oui, et puis de rentrer dans leur surface. Imaginez que tout s'affaisse et qu'on ne fasse rien. D'ailleurs, c'est un des soucis qu'on peut trouver. Et ça redeviendrait marée. Si les berges n'étaient plus entretenues, les îlots pourraient perdre jusqu'à 1 mètre de pourtour chaque année. Le problème reste entier pour les parcelles abandonnées, où les berges sont dissimulées par les friches. Pour sauvegarder ces terres, la Maison de la Culture d'Amiens y organise depuis 2010 le festival Art, Ville et Paysages. Des artistes sont invités à réhabiliter ces parcelles en jardins paysagers. Nathalie Vallée est coordinatrice du festival. Nathalie, ici on avait le maraîchage, on l'a encore un petit peu toujours, les jardins privés, les jardins d'agrément, et aujourd'hui ce que vous proposez c'est finalement une sorte de troisième voie, des jardins qui accueillent des artistes. Une troisième voie qui est vraiment dans la continuité de ces différents usages. Certains artistes vont proposer des jardins potagers, d'autres vont proposer des jardins qui sont plus aussi à usage d'agrément, où le public peut s'asseoir dans des transats ou être à fleur d'eau sur des bancs. Toutes ces propositions se regroupent, sont loin d'être antinomiques, mais c'est vrai que c'est aussi une façon décalée de revoir ce paysage. Donc il s'inspire des maraîchers, il s'inspire des jardins d'agrément et puis il s'inspire de la nature quand même. L'œuvre, à chaque fois, que ce soit le jardin ou les installations plastiques, se fait vraiment en fonction du site qui est autour. Là, on est sur une parcelle où il y a beaucoup de bois. Tous les bois qui ont été trouvés ici ont servi à travailler ce nid, par exemple. C'est à chaque fois l'environnement qui décide aussi du projet artistique. C'est vraiment un aller-retour entre le site et le projet. Ici, on travaille le cadrage. Ouais. On nous rappelle qu'on est quand même dans un lieu où les oiseaux ont leur mot à dire. Absolument. Et puis, on traverse une zone de sous-bois pour nous rappeler que ces zones de sous-bois font aussi partie de ce lieu. Avec en fait. des plantes de sous-bois. Ouais. Et c'est vrai que ce projet a permis aussi à de nombreux Amiénois et de gens venant de plus loin de redécouvrir aussi cet endroit. Ils en ont entendu parler, ils sont venus quand ils étaient enfants, mais c'est aussi se réapproprier un endroit qui est proche de la ville, proche de leur histoire familiale. Et donc c'est pour beaucoup une redécouverte. Nathalie, quand on arrive dans cette parcelle, c'est absolument palpitant parce qu'on va retrouver toutes les couches des usages d'une parcelle des ortillonnages. Oui, c'est une parcelle assez emblématique de l'histoire même des ortillonnages qui a traversé au fil des siècles même les différents usages. Et c'est pas par hasard que les paysagistes
On choisit. L'ont investi, l'ont choisi, puisque c'est un ancien verger. Cette œuvre-là s'appelle la sphère nourricière. C'est évidemment un hommage à la fonction nourricière des ortillonnages, du travail des maraîchers. Elle a été voulue, pensée par 3 jeunes paysagistes, Marie Brejon, Manon Bordé-Chavannes et puis Johann Lakowski. Ils ont voulu faire un inventaire un peu des différentes techniques de culture possibles, qui sont exposées dans des jardinières. Dans des petites jardinières faites de saules tressés, avec des petits panneaux, des panneaux à vertu pédagogique aussi. Comme par exemple les lasagnes, qui permettent en fait de créer des conditions de culture sur des sols où on n'a pas de terre. Absolument. C'est des couches de compost, de carton, de matière organique, pour refabriquer un sol de toutes pièces. C'est l'une des explications donc, que le public peut découvrir ici en déambulant. Et puis c'est une invitation à la promenade quand même. C'est une invitation à la déambulation, à la promenade, avec ce chemin de platelage qui traverse aussi une sphère de saule qui est tressée en saule vivant. Le saule qui est vraiment la plante magique des ortillonnages qui pousse. Qui pousse avec une facilité déconcertante. Une facilité déconcertante, une vitesse déconcertante. Il faut très régulièrement le tailler aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la moindre tige de saule, ici, vous la plantez. On la replante et ça fait un arbre. Voilà. De l'exploitation de la tourbe au jardin paysager, les ortillonnages se réinventent sans cesse. Ils sont aujourd'hui un pôle touristique majeur de la ville d'Amiens. Si l'urbanisation galopante des années 70 menaçait le site, notamment avec le projet d'une autoroute, la communauté amiénoise reconnaît aujourd'hui la valeur exceptionnelle de ce poumon vert en pleine ville. En 1995, la création du Grand Parc Saint-Pierre, conçu par la paysagiste Jacqueline Hosty, s'impose comme un trait d'union entre le paysage urbain et celui des ortillonnages. Des passerelles relient le parc d'un côté avec le quartier Saint-Leu et de l'autre avec l'embarcadère pour des visites guidées sur les canaux. Depuis la ville, le parc offre ainsi une porte d'entrée vers les ortillonnages qui deviennent le prolongement d'un parcours de promenade et de loisirs. L'implantation du parc a également contribué à la revalorisation des quartiers avoisinants. Les maisons qui autrefois tournaient le dos aux ortillonnages et aux chemins de halage sont dorénavant mises en valeur. Thérèse Rauvel est architecte et urbaniste à Amiens. Thérèse, cette perception bucolique des ortillonnages à Amiens, que tout le monde partage aujourd'hui, n'a pas toujours été la même. D'où la nécessité de dialoguer entre les différents usagers et surtout de cohabiter. Dialogue et cohabitation absolument fondamentales. C'est plus qu'indispensable. Si les ortillonnages sont visités au même titre que la cathédrale d'Amiens, la cathédrale nécessite un entretien, on va dire, tous les 100 ans. Les ortillonnages, c'est un entretien constant. Ce n'est pas un monument historique figé, c'est un monument historique vivant. Mais pour entretenir 300 hectares d'une mosaïque de parcelles avec des centaines de kilomètres de rieux à entretenir, eh bien là, c'est aussi du labeur. Le problème que posent les ortillonnages en tant que paysage fragile aujourd'hui, c'est qu'il faut inventer demain. Ça veut dire conjuguer l'intérêt et les efforts de l'ensemble des propriétaires, des communes concernées, mais aussi de tous les usagers, pour s'entendre sur un minimum commun de gestion, de façon à ce qu'au minimum, les fossés, les rieux soient maintenus en état pour que l'eau s'écoule. Alors quels sont les enjeux pour les ortillonnages à Amiens ? Il faut aussi inventer les ortillonnages de demain, des nouveaux usages, et des usages qui conjuguent la nature et l'urbain, la nature et la ville, un grand mythe des urbanistes. Et là, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité.
Néanmoins, et c'est ce qui est très stimulant pour moi en tout cas, et je pense pour un certain nombre de professionnels et d'usagers, c'est que l'avenir des ortillonnages est bien devant nous. Mais il est aussi en nous et en nos capacités de l'inventer, de le réinventer et de le transformer. Néanmoins, pour l'entretenir, c'est tous ensemble. Après, on peut rêver chacun pour soi de sa parcelle d'ortillonnage et de rêve.